Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est le rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les titres. Journée mondiale sans téléphone portable, c'est une célébration qui a commencé depuis le lundi. Elle s'étend sur 3 jours. Dans ce journal, nous évoquerons les effets néfastes des ondes électromagnétiques sur la santé. Ce sera une réalité d'ici quelques mois. Le projet de contournement de Cotonou Nord-Est entre dans sa phase opérationnelle. Les appels d'offres ont été ouverts ce lundi. Les eaux usées du lycée technique sino-béninois polluent l'environnement et créent des désagréments aux riverains. Ils ont exprimé leur mécontentement à travers un sit-in. Séance de travail entre le ministre de l'Énergie, donnant Jean-Claude Oussou, et les responsables du groupe BWSC, la structure en charge de la construction de la centrale thermique de 120 MW à Maria-Glita. Cette séance de travail avait pour but de rappeler aux constructeurs de la centrale thermique l'importance que revêt ce projet non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour la population béninoise. Le ministre a annoncé par ailleurs la mise sur pied d'une équipe de contrôle composée de spécialistes expérimentés afin de suivre le bon déroulement des travaux de construction de la dite centrale thermique. Le projet de contournement de Cotonou Nord-Est amorce une étape décisive de sa concrétisation. Les plis des soumissionnaires à l'appel d'offres ont été ouverts ce lundi au ministère des Infrastructures. Voici le compte rendu avec Rosemond Tchakbé et Roch Akoynou. Un appel d'offres pour cette plie réceptionnée dans le cadre de la construction du contournement Cotonou Nord-Est. Tel est le compte rendu du cabinet de maître Dako, huissier de justice, requis à cet effet. En présence des représentants des différents soumissionnaires, les plis ont été ouverts et soumis séance tenante à la première phase de vérification, celle de la conformité des pièces. Mais on peut déjà retenir que la plupart des dossiers ont un défaut d'attestation de non-faillite. Il y a une commission dédiée qui va vérifier l'authenticité et la validité de ces pièces-là. Après ce dépouillement, l'évaluation proprement dite par l'équipe du consultant français recruté et les cadres du ministère devra aboutir dans un bref délai à la désignation du futur concessionnaire. En espérant avoir un premier rapport qui sera remis au ministère mercredi pour qu'on puisse en discuter avec les plus hauts responsables, j'espère ce vendredi, et avoir une tendance, voire une décision de prise fin de cette semaine, qui devra de tous les cas être validé normalement au Conseil des ministres de la semaine prochaine. L'enjeu étant de commencer à travailler à partir de la 3e semaine de février sur le projet proprement dit et sur donc le chiffrage et les montages financiers. Le directeur général des infrastructures présente brièvement l'itinéraire du projet. Mais je peux dire que ce projet prend son ancrage au niveau du carrefour Pota à Abomey-Calavi, longe la berge. Ensuite, au niveau du pont de Djonou, il y a une bifurcation qui nous permet de passer par Godomé, Koulakomé, jusqu'à traverser la lagune de Cotonou. Nous tombons sur le quartier que nous appelons Agbator. Et au niveau d'Agbator, il y a un barreau qui vient directement longer le cimetière d'Akwakwa. Et après le cimetière d'Akwakwa, il y a un couloir entre l'église qui passe non loin de l'église catholique Saint-Charbel, et le barreau est implanté là et qui ressort pour rattraper le boulevard de la Marina ici. Après Agbator, nous continuons. On longe la berge jusqu'à Sekandi. Et au niveau de Sekandi, nous détournons de la berge. Et puis, on se raccorde un peu en parallèle au niveau du poste de péage d'Ekpé. Et de là, le contournement vient en parallèle à la route nationale inter-État numéro 1 jusqu'au carrefour de Semenkoji. Contournement Cotonou Nord-Est, bientôt une réalité.
Un projet du programme d'action du gouvernement qui pourrait booster l'économie béninoise. Hier, 6 février, c'était la journée mondiale sans téléphone portable. Une occasion saisie pour réfléchir sur la place que prend cette technologie dans nos vies. Et vous le savez certainement que cet outil de communication utilise des ondes électromagnétiques qui agissent sur la santé. Jules Akoikou et Yasmine Damata nous en parlent davantage. 2G, 3G ou encore 4G et bientôt 5G. La révolution du téléphone portable ne cesse d'impressionner ses amoureux. Il passe aujourd'hui d'un simple instrument de communication à un objet à tout faire. Ils ont pratiquement toute la journée parce que c'est seulement si j'ai un client ou bien si je veux dormir la nuit, je laisse le téléphone à la charge. Et déjà à 8 h, je suis encore au boulot, donc je suis connecté au Wi-Fi. Je suis tout le temps avec mon téléphone en fait. Moi, je suis un artisan. Donc avec mon téléphone portable, j'arrive à joindre automatiquement mes clients. Quand je le paie 5 minutes, c'est comme si je ne suis plus dans la vie. Je n'arrive pas à rester sans mon portable pendant 2 jours. Vraiment, je suis stressée. C'est comme si il y a un truc qui me manquait. Je ne me sens pas bien quoi. Je me dis qu'il y a des trucs qui partent, des offres d'emploi que je rate, des trucs comme ça quoi. On arrive aujourd'hui à faire beaucoup plus de choses avec un smartphone qu'on peut le faire sur un ordinateur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, mon téléphone est tout le temps près de moi. Un outil de travail, un compagnon. Selon une récente publication, 66% de personnes en sont dépendantes. Cela s'appelle la nomophobie, une surutilisation qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Celui qui ne peut faire 30 minutes sans s'accrocher à son téléphone portable, ça commence par devenir une addiction. L'individu qui ne communique que par ça, il perd en amont, je l'ai dit tantôt, mais il y a des conséquences sur sa santé. Les ondes émises par ces téléphones peuvent créer beaucoup de dégâts sur le système visuel, mais également sur le système nerveux central. Les effets à long terme de l'utilisation abusive du téléphone portable sur le système nerveux central va se traduire non seulement par le développement de cancer. La maladie de Parkinson, on ne le sait pas encore très bien. Vous savez que c'est une maladie qui, le principal neuromédiateur, c'est la dopamine. On sait que ça peut engendrer à long terme beaucoup de maladies neurodégénératives. Pour celui qui est accro à l'utilisation des téléphones portables, il y a un manque d'attention assez important, surtout pour les jeunes qui étudient. Ça peut réduire leur capacité de mémorisation. Pour contourner cette dépendance, certains jeunes font recours à des astuces. J'arrive à l'éteindre de temps en temps dans la journée. Des fois, quand j'ai envie de faire ma sieste, moi j'éteins le téléphone carrément. Quand tu vas au boulot par exemple, il y a certains boulots, tu ne dois pas utiliser ton téléphone. Donc on essaie de faire avec. Tu restes là de 8 h à midi, tu ne peux pas utiliser le téléphone. Donc on apprend petit à petit, à cause du boulot aussi. Avec la mondialisation, le téléphone reste et demeure aujourd'hui un outil incontournable de travail. Mais ne pas en abuser serait l'idéal pour préserver sa santé. Sitting lundi dernier des populations environnantes du lycée technique sino-béninois d'Akassato. Elles dénoncent les désagréments que leur causent les eaux usées de ce complexe. Simon Vignon et Marcel Arossi y étaient. Elles sont mécontentes et elles l'ont manifesté très tôt ce lundi matin. Les populations riveraines du lycée technique sino-béninois d'Akassato étaient dans la rue, postées devant le lycée. Elles déplorent le silence des autorités face au désagrément des eaux usées rejetées par les fosses de ce complexe. La présenterie a assez duré dans ce quartier. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Nous allons faire de grands tapages contre les responsables de ce lycée. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Mais quand on va commencer par faire notre désordre, je suis sûr que les responsables vont nous écouter. Le lycée nous cause beaucoup de dommages. Parce qu'on ne peut pas faire les allers-retours, on ne peut pas aller au marché, parce qu'il y a l'eau du Pisa de lycée qui coule sur la voie publique. Tous les jours, il y a les enfants qui tombent dedans. On enregistre au moins 5 enfants par jour qui tombent dedans dans l'eau là.
Il y a les Zemidjaman qui ne peuvent pas aller et revenir normalement. On ne peut pas circuler normalement. La voie est complètement dégradée. C'est sale et ça pue. Et le comble, l'eau ne disparaît jamais de là. Difficile de dormir, difficile de circuler et puis difficile de respirer. C'est pas normal qu'un établissement public dégrade la voie, incommode les populations et puis nous empêche de vivre quasiment. Alors que quand on demandait de libérer les espaces publics, c'est pour mieux circuler, avoir une bonne visibilité et puis vivre dans un cadre viable. Alors que là, nous ne vivons pas du tout dans ce cadre. Cette sortie de la population a suscité la descente sur le terrain de plusieurs responsables. Proviseurs du lycée incriminé, délégation ministérielle, chacun se prononce en ce qui le concerne. C'est un problème hautement technique et pour ne pas tomber dans les pièges du passé, il faut un peu de temps. C'est une situation qui demande beaucoup de sous. Ce n'est pas un problème qu'on peut régler avec 100 000, 200 000 francs. Et il faut des techniciens pour venir réfléchir. Nous avons fait ce qu'on peut faire. Nous avons déjà essayé de circonscrire la situation, mais nous ne sommes pas directement autorisés à apporter les solutions efficaces. Habitant de l'île, il y a une direction des infrastructures qui doit s'occuper de ça. Il faut dire que si les eaux usées créent des désagréments à la population, ils sont en droit de réagir. Nous n'avons pas le droit de faire ça. C'est pourquoi le CODIA a été très sensible à leurs difficultés et nous a dépêchés sur le terrain. Et qu'est-ce que nous pensons faire? Nous devons régler la question afin que la population soit soulagée. Ce sont les Chinois qui ont exécuté ce chantier. Et donc, nous devons pouvoir retrouver le plan de recollement pour savoir où sont passés les différents canaux, les différentes canalisations pour la gestion des eaux usées dans la maison. Donc après ça, nous allons essayer donc de détecter, d'auditer le système, le mécanisme de gestion des eaux usées pour voir là où ça dysfonctionne. À ce niveau-ci, on ne peut pas parler de manque de moyens et autres. Non, c'est d'abord l'audit du mécanisme, du système qu'il faut faire et peut-être que la solution ne coûtera pas grand-chose. La détermination semble en tout cas plus forte que jamais dans le rang des populations riveraines. Elles n'attendent que soulagement. Pas de cas de fièvre Lassa en Côte d'Ivoire. C'est une annonce du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Selon Raymond Goudou, la fièvre Lassa qui sévit actuellement au Nigeria, au Bénin et en Guinée n'a pas encore franchi le territoire national. Au regard de la situation qui prévaut dans les pays affectés et le flux de mouvement des populations entre les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire n'est donc pas à l'abri d'un risque de propagation de la maladie. C'est pourquoi la ministre appelle à la vigilance. Par ailleurs, des séances de sensibilisation sont organisées sur les risques liés à la circulation du virus responsable de cette maladie. Direction le Sénégal où s'est tenue en début de semaine la 3e édition des entretiens européens et africains. Les réflexions se sont focalisées autour du thème « L'Union régionale, moteur d'une croissance inclusive en Afrique de l'Ouest ». Selon Claude Fischer, directrice des entretiens eurafricains, c'est un espace d'échange, de débat entre les acteurs des sociétés civiles d'Europe et d'Afrique de l'Ouest et les institutions nationales et communautaires. L'objectif étant de construire une Afrique dynamique, compétitive et solidaire et de refonder les relations avec l'Europe. Ce sera donc tout pour les informations de cette mi-journée. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur BB24.